Des débats politiques que produit l'Église au milieu du village, la radio-télévision nationale congolaise. Je ne vous conduirai pas vers un suicide collectif. Je n'ai jamais pris part à une réunion de la majorité présidentielle traitant de la révision constitutionnelle. C'est entre autres propos tenus par le président de la République, autorité morale de l'AMP, lors de la grand-messe de cette famille politique à Kingakati dimanche dernier. Cette grande réunion de l'AMP nous a inspiré le thème de cette émission, révision constitutionnelle en RDC, évidence ou suspicion. Deux invités pour en débattre. Nous avons donc dans ce plateau de télévision Justin Butakwira, qui est président honoraire du groupe parlementaire UNC et Alliés. Il est également, bien sûr, député national élu d'Ovira. Actuellement, il est chef des files de l'opposition politique citoyenne. Il y aura en face de lui Dieudonné Mwenze, qui est membre du Conseil national du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle et député national honoraire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Dieudonné Mwenze, vous ouvrez donc les hostilités. Première question, après ces propos du président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle, pouvons-nous aujourd'hui prétendre que l'équivoque est levé concernant les soupçons autour de la révision constitutionnelle? Écoutez, madame, je ne sais pas si c'est simplement aujourd'hui que cet équivoque devra être levé. Je pense pour ma part que l'équivoque devait être levé bien avant, puisque ce n'est pas pour la toute première fois que le président Joseph Kabila s'exprime en ce sens. Il l'a déjà fait plusieurs fois par lui-même d'abord, mais aussi d'autres fois par des personnes interposées. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, je crois même l'année passée, et Joseph Kabila, c'est celui-là qui disait qu'il sera respectueux de la Constitution, du premier article jusqu'au dernier. Et relayé par le porte-parole du gouvernement, qui avait confirmé à la face de l'opinion que Joseph Kabila fera la toute première dans cette République, c'est-à-dire, après son mandat, ça sera celui qui va passer le bâton de la présidence à son successeur de manière civilisée. Je crois que les gens qui n'ont jamais eu de bonne foi pour comprendre ce que le président Joseph Kabila voudrait dire par rapport à cette disposition pertinente de la Constitution, je voudrais parler de la disposition à l'article 70 qui prévoit le nombre de mandats à 2, ont toujours prêté des intentions à Joseph Kabila, et pas simplement aujourd'hui, mais depuis plus de deux ans. Je crois que même depuis 2013, certains membres de l'opposition qui ne veulent pas croire en la bonne foi du chef de l'État ont toujours prêté des intentions au chef, et déjà à son temps, là, alors qu'il n'avait que 2 mandats à la tête de ce pays, le peuple lui en avait donné 5 en 2011, certains opposants, ils criaient à haute voix, et même jusqu'aujourd'hui, et demandaient au chef de l'État de pouvoir se prononcer s'il pourra briguer un 3e mandat ou pas. Et je crois que ça a été de la législation. Il le dit dans un sens comme dans l'autre, il le répète dans ses discours. Oui, je crois que cette fois-ci, il a compris. Persiste et oui, cette fois-ci, il a compris qu'il devait peut-être utiliser des termes beaucoup plus clairs pour tordre aussi le cou à ceux qui ont la mauvaise foi, qui ne veulent pas comprendre qu'il n'a jamais comploté pour la révision constitutionnelle. Il n'a jamais été tenté de pouvoir demander à sa famille politique de procéder à une quelconque révision constitutionnelle. Et même malgré ce qui s'est passé dimanche le 4 octobre dernier, on sent toujours la mauvaise foi. Mais moi je crois que cette fois-ci, le président Joseph Kabila a coupé l'herbe sous les pieds de beaucoup d'opposants congolais qui ont focalisé leur discours autour du départ du chef de l'État au lieu de faire de l'opposition républicaine, et il a tranché. Je pense que les politiques congolais comprendront que cette fois-ci il n'y a plus de débat et que le chef de l'État est clair et il y reste dans le respect strict de la Constitution. Justin Butakwira, pouvons-nous dire d'entrée des jeux que les craintes liées à la révision constitutionnelle relèveraient finalement de la suspicion de la part de l'opposition politique congolaise? Votre co-débatteur parle même de mauvaise foi. Oui, laissez-moi d'abord saluer les téléspectateurs de la RTNC. C'est vrai, je suis très attentif à l'actualité de mon pays. Mais avant de répondre à votre question, je dois d'abord préciser que, et je le répéterai toujours,
que ce pays n'appartient pas à une famille, n'appartient pas à un clan, moins encore à un parti politique ou une quelconque famille politique. C'est un bien commun. Et j'étais en train de croire que je vois deux camps se dessiner dans ce pays. Le premier camp, c'est ceux qui maudissent la République tous les jours. Et l'autre camp, disons que ceux-là qui bénissent à ce que la République aille de l'avant. Ah, c'est vrai, je crois que l'un des camps serait de l'opposition et l'autre le pouvoir. Qui bénit, qui maudit? Bon, dans tous les deux camps, je crois qu'il y a, je pourrais le comparer, qu'il y a de l'eau et du pétrole. Parce que vous voyez, certains quittent la majorité pour l'opposition, mais il y a ceux qui quittent l'opposition pour la majorité. Disons donc, j'avais suivi le président de l'Assemblée nationale, Minakou, il y a de cela 3 ans, sur RFI, nous dire que le président Kabila passerait le tablier avec toute élégance. Le porte-parole du gouvernement l'avait aussi répété. Et aujourd'hui, vous avez suivi comme nous, Kaki Gangati, il a dit qu'il ne va pas conduire le pays au suicide collectif. Suivons-le et prenons-le au mot pour qu'effectivement ce pays, que Kabila ne le laisse pas dans un chaos, qu'il le laisse sur les rails. Et j'avais eu l'occasion de lui en parler quand il m'a reçu pour les consultations, pour le dialogue, que sincèrement, le pays lui sera reconnaissant, la nation lui sera reconnaissante si il laisse ce pays sur la voie de la démocratisation. Et non seulement, il ne faut pas parler seulement de l'article 70, mais il faut aussi parler de l'article 220, qui effectivement... De la Constitution, qui non seulement cet article, le 70 parle de 2 mandats, mais l'article 220 ne parle pas seulement de se limiter aux 2 mandats, mais parle aussi de la forme républicaine de l'État, parle aussi de l'indépendance de la justice. Et au cours de mon entretien avec le chef de l'État, moi personnellement, je lui avais dit que dans la Constitution du 18 février 2006, nous avions deux éléments majeurs. Le premier élément, c'était la constitutionnalité de l'opposition. Parce qu'en fait, la grande innovation de cette constitution, c'était d'avoir une opposition structurée. Oui, l'opposition structurée, puisque vous en parlez, vous vous présentez comme chef des files de l'opposition citoyenne. C'est vrai que dans cette famille politique, il y a tellement de tendances qu'on ne sait pas si finalement nous aurons une opposition unifiée qui parlerait un même langage. Est-ce qu'ils voient les choses, ces autres membres d'opposition conçoivent les choses comme vous, après ces propos du chef de l'État? À part la restructuration de l'opposition, mais il y avait aussi les deux tours aux élections présidentielles. Mais quant à l'opposition, je crois que à l'opposition, nous sommes dans une révolution. Nous sommes dans une révolution, autant que ça se passe, même dans les confessions religieuses. Nous sommes nés, nous avons grandi, nous ne connaissions que l'Église catholique et l'Église protestante. Après, il y a le kimbanguisme, après, il y a les églises de réveil. Effectivement, la révolution devrait commencer au sein de l'opposition d'abord. Parce qu'au sein de l'opposition, on a l'impression que ceux qui se prétendent être meilleurs opposants, c'est ceux qui injurient les institutions, c'est ceux qui injurient le président de la République. Alors en ce moment, on se targue que moi, comme j'ai injurié, alors je suis le meilleur opposant. Vous êtes de quel côté? Moi, je suis du côté du bien, c'est le bien, et le mal, c'est le mal. C'est ça mon opposition citoyenne. Donc, je ne suis pas là pour maudire la République tous les jours, même quand on gagne la guerre, les gens s'opposent, que sinon, on a gagné, ce n'est pas bon de gagner, il fallait qu'on continue à menacer la République. Je ne suis pas de ce genre d'opposant. Et ceux qui croient peut-être que nous tendons vers la majorité, je ne suis pas de la majorité présidentielle. Je suis purement, et d'ailleurs je me prétends être le meilleur opposant, parce que l'opposition a aussi perdu du temps pour la République. Il y a de cela plus de 33 ans, où l'opposition est restée statique. Le bien, non. Le mal, non. Il faut qu'on opère, il faut une chirurgie.
au sein de l'opposition. Ok, pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, la révision constitutionnelle semble être devenue un sujet tabou et pourtant la Constitution elle-même prévoit des mécanismes de sa révisitation. Toutes les constitutions des pays à grande démocratie dans le monde ont un jour été révisitées, mais en tout cas ce ne serait pas un sujet tabou, Dieudonné Mwinze. Non, madame, la révision constitutionnelle n'a jamais été un sujet tabou à travers le monde. Et la RDC ne va pas se constituer en cas particulier. Mais je crois qu'il y a un débat qui s'est focalisé autour de cette question, comme je le disais tout à l'heure, par mauvaise foi. Mais c'est une question sur laquelle on va revenir. Laissez-moi d'abord, madame, préciser une chose par rapport à ce que je venais d'entendre tout à l'heure de mon co-débatteur. Il doit se rassurer d'une chose, que chez nous, à la majorité présidentielle, nous n'avons jamais pensé que le pays appartenait à un seul camp, à une seule famille politique ou biologique. Non, jamais, il n'a jamais été question de penser comme ça chez nous à la majorité. Je ne sais pas, peut-être qu'il se réfère à ceux qui ont quitté la majorité hier, peut-être qu'ils les ont rejoints aujourd'hui. S'il s'agit de ceux-là, il faut comprendre que ça peut se justifier sur la ligne droite de leur auto-exclusion de la famille politique du chef de l'État. Maudire la République, ça n'a jamais été notre agenda. Vous savez, la population nous a fait confiance depuis 2011 et même bien avant, depuis 2006, pour présider à sa destinée jusqu'à ces jours, jusqu'en 2016. Donc nous ne comprenons pas que quand vous voulez vouloir du bien pour votre peuple, au même moment que vous puissiez penser à maudire la République ou à maudire son pays. Je crois que ça c'est anachronique et ça ne peut jamais être concevable au sein de la majorité présidentielle. La révision constitutionnelle, pour revenir à votre question, madame, la Constitution elle-même, quand vous la parcourez, les constituants avaient déjà prévu, depuis le 18 février 2006, de pouvoir procéder, quand il l'échait, à une quelconque révision constitutionnelle. Et effectivement, l'article que j'ai évoqué, l'article 70, je l'évoquais simplement puisque le discours ou l'adresse du chef de l'État Kingakati tournait autour pas simplement de la révision constitutionnelle, mais de tout ce que les gens ont qualifié de tentatives de pouvoir procéder à une révision constitutionnelle, mais aussi à procéder à briguer un troisième mandat. Mais l'article qu'il évoque, l'article 220, va au-delà de l'article 70, et je suis d'accord. Et c'est cet article que les chanteurs de la protection de la Constitution nous répètent tous les jours en refrain pour dire il y a une disposition constitutionnelle verrouillée, oui, il ne faut pas verrouillées qu'il faudrait pas toucher. Verrouillées, tangibles, qu'il ne faut pas toucher. Moi, j'ai toujours pensé autrement, hein, contrairement à tout ce que j'ai toujours entendu. L'article 220, en principe, n'est pas une disposition verrouillée. C'est l'article 220, cet article-là, qui constitue le verrou des autres articles. Et je crois que ça doit être bien entendu. C'est puisqu'à travers l'article 220, on a l'impossibilité de pouvoir toucher à d'autres articles. Mais je pourrais bien m'interroger avec vos téléspectateurs, avec mon co-débatteur, si en lui-même l'article 220 est verrouillé. En lui-même, il n'est pas verrouillé. C'est cet article qui verrouille les autres dispositions de la Constitution. Et si un jour, la République qui est dynamique, qui n'est pas statique, puisque comme vous savez, nous ne pouvons pas prétendre dans ce pays faire du surplace. Non, nous sommes en train d'évoluer et les conditions de la République aujourd'hui, en 2015, ne sont pas les mêmes d'il y a 10 ans, ne sont pas les mêmes d'il y a 9 ans. Oui, le contexte change, justement. Le contexte change et les pratiques également changent. Je parle de pratiques politiques, ce qui fait que par moment, on peut penser à réajuster la Constitution pour qu'elle puisse répondre réellement aux réalités du pays. La plupart des dispositions constitutionnelles sont déjà dépassées, caduques et même surannées. Rappelez-vous en 2011, que c'était déjà vers la fin de 2010, nous étions avec l'honorable Bitakuira, nous avions constaté qu'à son temps, il y avait beaucoup de dispositions qui étaient devenues déjà caduques. Je voudrais parler bien de l'article 226, qui prévoyait que dans 36 mois, c'est-à-dire dans 3 ans,
on pouvait avoir la possibilité de passer de 11 provinces à 26 provinces. Et cette disposition, jusqu'en l'an 2010, n'était pas encore applicable. Et vous vous rappelez de ce que le frère de l'Ituri avait appelé la province des fêtes. Et pour eux, l'Ituri devait devenir déjà une province. Ok, c'est encore un débat. Je reviendrai vers vous. Honorable Bitakwira, quelles seraient les craintes liées à la révisitation constitutionnelle aujourd'hui, puisqu'il est clair que ce n'est pas un sujet tabou, malgré les craintes des parts et d'autres dans les tendances politiques? Madame, j'ai toujours cru que tant qu'Africains ou Congolais, nos pays doivent être gérés au modèle occidental et pas à notre propre modèle. Nous risquons d'aller droit au mur. Parce que l'Occident, c'est un modèle qui oui, effectivement, se rapprocherait de la perfection. Oui, je sais que les Blancs nous ont appris à lire et à écrire, ils nous ont appris leur langue, mais nous avions notre propre âme. Nous avions notre propre âme. Et c'est ça la force vitale. Allez-y, s'il vous plaît. De l'Africain ou du peuple congolais. Et au fait, je crois que quand nous observons autour de nous ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe en Syrie, en Somalie, ou aujourd'hui au Burundi, cela doit nous interpeller. Parce que les querelles auxquelles se livre la classe politique aujourd'hui, c'est une querelle qui va profiter plus au déchirement, plus qu'à l'unisson. Et ça, je suis en train de craindre personnellement. Et donc, si chacun de nous d'abord devrait savoir que ce pays, ce nom de Dieu, n'est pas différent de ma propre mère, parce qu'aucun de nous n'est né de deux mères, et aucun de nous n'a de patrie. Vous pouvez changer de nationalité, vous devenez belge, mais vos grands-parents n'ont jamais été belges. Donc je crois que, tout en s'intéressant à cette révision constitutionnelle, que tout le peuple congolais pense que si, effectivement, à un an de la fin du mandat du président de la République, serait-il nécessaire aujourd'hui qu'on recourt à la révision constitutionnelle, comme ça a été le cas en 2010. C'est-à-dire actualiser certaines dispositions tombées caduques. 2010, je crois que ce n'est pas bien indiqué pour l'instant. Mais moi, je suis en train de croire que seul le consensus national reste la seule voie de sortie. Mais comment arriver à ce consensus? Ce consensus est que, c'est vrai, moi, je suis un de l'opposition qui est accepté d'aller au dialogue. Je crois avec mon grand ami Steve Mbika. Mais nous avons vu les grandes figures de la société congolaise accepter le même dialogue. Je prends le cas du cardinal Monsengo. Ce dialogue qui devrait aboutir à quoi, d'après vous? S'il vous plaît, je vais y arriver, madame. Je vois le cas du cardinal Monsengo. Le cardinal Monsengo, qu'on le veuille ou pas, c'est une des figures importantes de ce pays. Le cardinal Monsengo peut remplir tous les stades de la République et même déborder à travers son église catholique. Sans oublier l'église protestante. Sans oublier les kimbanguistes. Mais ce ne sont pas ceux qui réunissent 2000 personnes ou 3000 personnes en Djili qui vont se comparer aux grandes figures comme celle-là. Donc moi je pense que la voie de sortie de ce pays, c'est le consensus national. Et celui qui n'y adhère pas, c'est que réellement, il a une idée derrière lui. Non, mais il est vrai que le dialogue, c'est une vertu. En quoi serait-il nécessaire? J'ai entendu le chef de l'État encore insister sur ça à Kingakate. Je crois que le pouvoir aussi commet certaines erreurs. Depuis le mois de juin, nous sommes aujourd'hui en octobre, on aurait déjà mis, ne fût-ce que les bases élémentaires de ce dialogue. Je prends le cas d'un comité préparatoire, par exemple, de ce dialogue. Et au sein de ce dialogue-là, parce que je suis aussi certaines tergiversations, maintenant on commence par l'UDPS, on va d'abord, c'est pas, n'est-ce pas, la primaire de l'opposition. L'UDPS des années 90, madame, mais plus la même aujourd'hui. C'est presque, on craint, même le serpent déjà mort, fait peur, fait peur. Je ne vois pas encore aujourd'hui l'UDPS
avoir 100 personnes chez moi au Vira. Je ne vois pas l'UDPS avoir 1000 personnes à Bukavu. Peut-être un peu à Lubumbashi, peut-être... Non, ce n'est pas la même UDPS. Ce n'est pas la même. Aujourd'hui, on a besoin de toutes les forces vives, sans les distinguer. Et qu'effectivement, autour de cette table, nous discutions de la RDC. Donc la convocation du dialogue est imminente. La convocation du dialogue? Oui. En tout cas, si le chef de l'État continue à traîner, je crois qu'il aura causé du tort à la nation. Est-ce que le chef de l'État traîne finalement, Dieudonné Mwinzi? Je ne voudrais pas dire ça. Le chef de l'État ne traîne pas. Il est l'initiateur, jusqu'à preuve de contraire, de ce dialogue. Donc, il sait quand et comment il voudra le convoquer, le tenir. Je crois qu'il attend le bon moment, puisque c'est lui qui a l'agenda de ce dialogue. C'est lui qui a les tenants et les aboutissants et qui sait apprécier. Mais avant d'arriver à votre question en profondeur, je voudrais dire quelque chose par rapport au propos de tout à l'heure. Je ne crois pas que notre République puisse prétendre être gérée au modèle occidental. Ça me surprend de l'apprendre d'un Congolais. Je crois que nous avons nos modèles à nous-mêmes aussi. Nous sommes africains et avant la colonisation, nous vivions quand même. Les ancêtres, nos ancêtres nous vivaient. Et nous avions aussi une civilisation, on peut la qualifier comme on veut, mais nous avons aussi notre propre culture. Même si les Occidentaux nous ont appris à lire, à écrire comme je l'entends, nous avons nos réalités, nous avons notre contexte. Je crois que c'est ça qui nous fait mal, surtout dans nos pays africains. Vous verrez que depuis un temps, nous avions voulu faire du copier-coller. Vous voyez, parcourir nos constitutions en Afrique, vous verrez que nous avions voulu copier la constitution de tel ou tel autre pays occidental, de tel ou tel autre pays américain, mais qu'en réalité, notre culture ne nous permet pas de pouvoir respecter le contenu exact de tous ces textes que nous copions. Je voudrais dire à mon co-débatteur que ça serait taper à côté de croire que les pays africains doivent nécessairement copier intégralement tout ce qui se passe dans le monde occidental. Et ou recourir à des médiations non, je crois que nous pouvons apprécier. Nous pouvons apprécier ce qui se passe. Déjà, ce que nous faisons dans ce pays depuis 1990, c'est déjà le modèle que nous suivons de l'Occident. Mais quant à dire il faut gérer le pays selon le modèle occidental, je crois que ça nous pose problème. Je voudrais bien que l'on puisse prendre ce qui est bon de l'Occident, mais que l'on puisse les contextualiser selon les réalités propres de l'Afrique et selon les réalités propres de la République démocratique du Congo. Ok, dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, pouvons-nous parler des élections apaisées sans pour autant évoquer la révision constitutionnelle sujet de cette émission, sans pour autant évoquer le dialogue, le consensus? Est-ce que dans 12 mois, la RDC est prête à s'assurer une alternance politique? Madame, je confirme, apaisée. Je ne voudrais pas entrer dans les débats internes de l'opposition, puisque j'entends les appréciations faites sur l'UDPS ou sur tel autre parti ou sur telle autre personnalité, politique ou non politique. Mais je voudrais simplement dire que le dialogue reste incontournable. Le chef de l'État, c'est celui qui gère ce pays au plus haut niveau. Et le président de la République, il est l'institution numéro 1 de ce pays. Il apprécie l'opportunité de pouvoir appeler toutes les forces vives de la nation autour d'une table et pouvoir parler des problèmes sérieux de ce pays. Aujourd'hui, le dialogue nous paraît incontournable. J'entends ça souvent de l'opposition, je ne sais pas si c'est de l'opposition à laquelle appartient mon co-débatteur ou une autre opposition, dire pas de dialogue sans pour autant proposer l'alternative. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes en difficulté. Vous savez, le calendrier électoral tel qu'il a été publié par la centrale électorale ou la CENI n'existe presque plus, puisque nous avons des échéances déjà dépassées. Rappelez-vous que le 6 octobre dernier, nous devions déjà avoir les élections de gouverneurs ou l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Rappelez-vous également que le 24 dernier septembre, nous devions avoir la campagne électorale des élections provinciales. Oui. Et que bientôt, le 25 octobre, nous devions avoir les élections provinciales. Donc ce calendrier est déjà dépassé et qu'il est important et même impérieux que de manière incontestable,
toutes les tendances et les forces vives de la nation puissent se retrouver autour d'une table et puissent parler de l'avenir et baliser le chemin pour l'avenir de ce pays. Oui. Mais quand ils parlent de l'UDPS qui a été consulté, mais il ne faut pas que l'on fasse de l'amalgame et qu'on trouve que quand on consulte l'UDPS, on fait de la particularité. Non, on l'a fait avec presque tous les autres partis politiques. Je ne sais pas ce qui gêne, c'est quoi. Peut-être puisqu'on a parlé de Rome, peut-être puisqu'on a parlé de l'Italie ou de l'Ibiza en Espagne, ce n'est pas ça qui importe. Ces pays sont comme la RDC, ces villes sont comme Kinshasa. Les forces politiques de l'opposition sur place ont été également consultées. Et je crois que l'UDPS n'avait pas dit non, pourquoi vous consultez par exemple l'UNC et que vous ne consultez pas l'UDPS. Non. Je crois qu'il y a des réalités politiques qui sont pertinentes, qui font qu'à un certain moment, quand on veut mener des contacts politiques, on choisit le lieu, le temps et les modalités de mener ces contacts politiques. Et je crois que c'est ce qui a été avec l'UDPS, qui n'a peut-être pas voulu que ça soit en interne. Et à ce moment-là, le pouvoir qui va vers l'opposition accepte deux fois. Il ne faut pas croire que ça fait plaisir au pouvoir de pouvoir envoyer une délégation comme ça à l'étranger. D'abord, ça a un coût, vous le savez, M. Bitakoura. Ça a un coût, M. l'honorable. Donc, ça veut dire simplement que le pouvoir, à un certain moment, répond à certaines exigences simplement au nom de la paix. Hein, donc ça ne peut pas être fustigé comme si c'est mauvais de le faire ou ça n'a pas été indiqué de le faire. Non, je crois que c'est au nom de la paix qu'à un certain moment, le chef de l'État avec sa famille politique trouve qu'il faut se faire violence, puisque en dépit de tout ce qui se passe, 30 madame, secondes. Merci bien. En dépit de tout ce qui se passe, madame, à la fin du mandat, celui qui sera comptable et redevable vis-à-vis de notre population, c'est le chef de l'État et sa famille politique. Je reviens sur la question relative au calendrier électoral tout à l'heure, mais le compte à rebours a commencé, c'est-à-dire que la fin du mandat du président de la République, c'est maintenant dans 12 mois. 12 mois, c'est comme dormir et se réveiller. Hein. Donc on se réveillera demain matin, oh, ce sera déjà novembre 2016, tout est fini. Est-ce qu'on est aujourd'hui, la RDC est aujourd'hui prête, comme c'est une question que je repose en fait, elle est prête à s'assurer cette alternance politique de manière apaisée. 12 mois est suffisant. C'est vrai qu'il y a également cette pression de la communauté internationale qui voudrait qu'on se concentre sur les élections présidentielles pendant ce laps de temps de manière à pouvoir avoir ces élections dans le délai constitutionnel. Qu'en pensez-vous, honorable Bitakoura? Oui, madame, je voulais d'abord apaiser les collègues. Oui, en une minute. Et oui, je voudrais apaiser les collègues pour lui dire que quand je parle de ne pas gérer nos États par rapport à l'Occident, je dois l'apaiser pour dire que moi je suis un panafricaniste et l'essor de l'Afrique dépend lourdement de l'avenir de la RDC. Parce qu'en fait, c'est nous presque le poumon de ce continent. Et si nous n'avons pas une philosophie politique exacte pour peser sur l'échiquier continental ou sur l'échiquier international, de telle façon nous aurons raté l'histoire après 55 ans d'indépendance. Ce qui se passe dans notre pays, c'est quoi? C'est que si toutes les intelligences ne se mettent pas ensemble, nous tendons vers un blocus, nous tendons vers une paralysie et nous tendons même vers notre propre auto-abargo. Là, je vous l'ai dit. Et c'est-à-dire, ce n'est pas avec légèreté ou plaisir que nous devons voir la classe politique nier tout en bloc pour effectivement bloquer le pays. Ce n'est pas normal. Mais aussi, il y a une réalité politique, madame. Moi, j'étais aux élections avec mon collègue ici en 2006. Et j'y suis allé encore en 2011. Il y a des élus dans ce pays qui ne sont partis qu'en depuis 2006. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en fonction. Que ce soit les députés provinciaux, que ce soit les sénateurs, et certains gouverneurs. Et vous pensez que moi, je suis obligé d'aller pour la 3e fois et les autres continuent à gérer comme si eux, les élections ne sont pas constitutionnelles, ne sont pas impératives. Je crois que cette réalité politique doit pousser l'opposition classique, la majorité, l'opposition comme la mienne, citoyenne, et toutes les autres oppositions, à regarder la réalité en face. Où sommes-nous? Il y a eu des dépôts de candidatures, madame, des députés provinciaux. Nous serions déjà en pleine campagne électorale, parce que les élections auraient eu lieu
le 25 octobre. Il n'y en a pas. La CENI elle-même devient impuissante. Elle n'a plus rien à dire, presque pas à justifier. Donc, ce n'est qu'autour d'une table, au lieu de penser effectivement uniquement aux élections présidentielles et aux élections législatives nationales. Mais pensons à ce que nous avons encaissé comme retard électoral. Et j'ai toujours insisté que si nous n'allons pas au dialogue, en tout cas moi personnellement, ma grand-mère va maudire toute la République. Ça je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger en face de nous. Et tout le monde est seulement focalisé élection présidentielle, élection présidentielle. Et les élections de gouverneurs, et les élections des sénateurs, et les élections des députés provinciaux. Pourquoi? Nous militons pour l'égalité des chances et des droits dans ce pays. Et c'est ça, moi, mon opposition. Je ne suis pas une opposition aveugle, que même quand il y a l'obscurité, je dis qu'il y a lueur. Non, la lueur, c'est la lueur, et l'obscurité, c'est l'obscurité. Revenons un tout petit peu, madame, sur ce que les gens sont en train de croire, effectivement, que si on va au dialogue, ça sera les glissements, le président de la République va s'ajouter 1, 2 ou 3 ans et consort. Je suis un berger, madame. Mais si c'est un impératif pour avoir des élections apaisées après ce délai? Je suis un berger, madame. Par exemple? J'ai gardé les chèvres et les bœufs. Et les bœufs, pardon. Et je me promenais en pleine forêt, pieds nus, avec des épines. Le soir, ma mère ou ma grand-mère doit prendre mon pied pour enlever toutes les épines. Ce pays vit les moments les plus compliqués de son histoire. C'est comme un pays qui a une épine sous le pied. Et nous, bergers, quand vous avez une épine sous le pied, si vous ne l'enlevez pas méthodiquement, on vous ampute la jambe. On vous ampute la jambe. Oui, allez-y. Pour que, effectivement, ce pays, qui est aujourd'hui sur des béquilles, marche nettement comme un homme droit, il nous faut un consensus. J'insiste. Et ceux qui ne veulent pas de consensus, c'est qu'ils s'imaginent un autre pays, pas celui-ci. Parce que la réalité est là et qu'il y a blocage politique, il y a blocage électoral. Le consensus devrait aboutir, entre autres, à l'élaboration d'un calendrier électoral harmonisé. Non, c'est pour la voie de sortie. Entre autres. Mais en entendant, il y a une frange de l'opposition qui propose la tripartite CENI, pouvoir, opposition, de façon à avoir ce calendrier-là électoral. Certains parlent même d'octobre, avant novembre, que les pays soient fixés par rapport à cette question. Majorité et opposition. Voilà. La tripartite. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. La question ici, elle est réellement politique. Elle n'est pas technique aujourd'hui, elle n'est pas sociale non plus. C'est une question éminemment politique. Nous sommes en face d'une équation uniquement politique. Et madame, parlons de la CENI. Je crois que les collègues Mouenz étaient avec nous quand on négociait sur la restauration de la CENI. C'était à l'hôtel... comment s'appelle l'hôtel? C'est le président, l'honorable Moine Siba, qui présidait cette commission. Ok. Qu'est-ce qu'il était question pour la CENI? La CENI est constituée de 6 membres de la majorité présidentielle, 4 membres de l'opposition. J'étais parmi les négociateurs principaux, et 3 membres de la société civile. Et moi, s'il y a dialogue, cette question, je pèserai de tout mon poids pour la faire inscrire au dialogue. Que nous ne devons pas avoir une CENI charpente, nous devons avoir une CENI fondation. Pourquoi à la tête de la CENI, il y a majorité, opposition et société civile? Pourquoi pas à la base? Pourquoi ça ne peut pas être la même CENI, calquée au modèle national, que ce soit le même modèle provincial et que ce soit le même modèle local? Pourquoi? Donc vous voyez que nous sommes en face d'un problème et que les gens doivent se regarder en face pour savoir exactement d'où venons-nous, où nous sommes et où allons-nous. Vous pensez que cette tripartite serait aussi une piste de solution de manière rapide et expéditive pour résoudre cette petite crise liée au calendrier électoral tombé caduc? Madame, savez-vous qu'à la CENI il y a l'UDPS? Savez-vous qu'à la CENI il y a l'UNC? Savez-vous qu'à la CENI il y a le MLC? Vous le savez? Qu'est-ce que l'UNC, l'UDPS et le MLC vont faire à la CENI? Pour aller faire quoi? Ah, donc toutes les tendances politiques sont représentées dans la CENI? Ils sont valablement représentés. Ils n'ont qu'à demander les comptes de la gestion de la CENI à leurs représentants. L'honorable Bitakoura est contre cette idée de la tripartite.
Qu'en pensez-vous? Je confirme d'abord, madame, que toutes les tendances sont représentées à la CENI, que l'opposition comme la majorité, la société civile. Donc nous avons tous la responsabilité du fonctionnement aujourd'hui de cette centrale électorale. Je suis ravi de constater que mon co-débatteur me rejoint sur les idées fondamentales de pouvoir penser à gérer la République, pas selon nécessairement le modèle occidental, mais selon le modèle africain, mais aussi selon le modèle RD congolais. La Constitution aujourd'hui a beaucoup de dispositions qui sont tombées caduques en principe. Et sa révision ne peut pas être considérée comme un sujet tabou, à moins que l'on touche aux dispositions tangibles telles que verrouillées par l'article 220. Je voudrais rappeler l'article 10, par exemple, qui parle de la nationalité congolaise. L'article 10 confirme qu'elle doit être une et exclusive. Mais l'honorable Bitakwira le sait, que dans nos institutions, comme dans nos cités, beaucoup n'ont plus la seule nationalité congolaise. Oui, il y a ce moratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Constitution est violée tous les jours. Allons-nous maintenir la violation de la Constitution comme ça, à bout de champ et tous les jours, éternellement? Non, je crois que le texte doit être adapté à nos réalités et je confirme. Mais si cela, ça doit être la voie à travers le dialogue, mais pourquoi nous devons nous en empêcher? C'est une réalité. Il parle de la tripartite. J'ai le même point de vue que lui. La CENI est une institution purement technique qui appuie les autres institutions sur le plan de la démocratie. J'entends dans l'opposition, je ne sais pas si c'est son opposition, qui parle de pouvoir relancer plutôt les tractations ou les débats autour de la tripartite. Cette tripartite qui réunirait la CENI, la majorité et l'opposition. Cette tripartite a existé, mais cette tripartite a montré ses limites. Nous ne pouvons pas continuer avec une expérience qui a échoué. Aujourd'hui, ici, on veut dire qu'il faut relancer la même expérience. Non, il s'agit de problèmes politiques qu'il faut régler politiquement et à travers un dialogue politique. Les mêmes chantres de ce dialogue, d'autres depuis 2012, d'autres depuis 2013 et 2014, aujourd'hui, ils se rebuffent, je ne sais pas pourquoi, pour dire pas question de dialogue. Le même chantre qui s'est référé aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. On nous parlait de la résolution 2098, en son point 14b, qui prévoyait la promotion d'un dialogue politique inclusif. Aujourd'hui, où sont-ils? Je crois qu'aujourd'hui, c'est un courage politique qu'il faut prendre dans ce pays. D'accepter que ce pays est réellement devant une situation de blocage et que l'initiative du chef de l'État, Joseph Kabila, doit être saluée par toutes les tendances, et même ceux qui ne sont pas dans les bons sentiments aujourd'hui, comme certains partis de l'opposition, doivent se raviser et rentrer au bon sentiment. Puisque le pays nous appartient, nous avons ça, nous n'avons que ça comme patrie, mais pourquoi nous devons maudire la patrie comme je l'entends? Je crois que nous devons être réalistes pour dire qu'il faut aller réellement vers un dialogue politique, baliser le chemin des élections. Je suis très heureux de constater que mon co-débatteur de l'opposition évoque le cas des élections des députés provinciaux, des sénateurs et même des exécutifs provinciaux. Qui occupent des sièges depuis bientôt 10 ans. Oui, mais où est-ce qu'ils étaient? Calmement. Y compris lui-même, depuis 2012. Puisque ce sont des institutions qui devaient être renouvelées depuis 2012. Depuis 2012, voilà, je n'ai pas entendu ce discours. Depuis 2013, je n'ai pas entendu ce discours. Alors qu'en 2013, au lieu de parler de ces élections ou de ces institutions qui sont en train de glisser, les gens parlaient de l'élection présidentielle. Comme si dans ce pays, on ne peut que se focaliser sur l'élection présidentielle. Non, je crois que ça c'est un faux débat. Ici, il s'agit des institutions de la République, y compris l'institution présidente de la République. Il s'agit des mandats constitutionnels et nous sommes tous appelés et obligés à pouvoir respecter la Constitution. Du moment qu'il y a des institutions qui vous font 9 ans, 10 ans, l'opposition doit jouer son rôle. L'opposition ne doit pas fermer les yeux par rapport à d'autres institutions et ouvrir simplement les yeux par rapport à l'institution présidente de la République. Là, ça commence à paraître comme un acharnement. Et là, nous disons que ce n'est pas bien que l'on fasse
un débat par rapport aux personnes. Puisque quand on personnalise le débat, ça devient un faux débat. Je suis toujours de ceux qui croient que les esprits médiocres discutent des personnes. Et je suis de ceux qui croient qu'il faut être dans les esprits d'élite qui discutent des idées. Le principe est clair, toutes les institutions de la République ont l'obligation de faire un mandat de 5 ans. Ceux qui doivent renouveler une fois, comme l'institution président de la République, renouvelle une fois. Comme l'institution gouvernorat de la province, renouvelle une fois. Mais ceux qui peuvent renouveler autant de fois, ils doivent aller aux élections. Comme nous étions allés aux élections en 2011. Mais pourquoi? Et là, je comprends le souci de l'honorable Bitakwira, qui dit il ne faut pas que l'on me demande, moi encore, d'aller aux élections pour en la 2016. troisième fois. Nous allons créer un précédent dans ce pays. Mais ce précédent que nous créons pour l'honorable Bitakwira et tous ceux qui sont dans les institutions renouvelées en 2011, on peut aussi le créer pour l'institution président de la République. Pourquoi on peut croire que le président de la République, il est surnaturel, il peut tout accepter? Non, il ne peut pas tout accepter. S'il constate que l'opposition ferme les yeux par rapport à d'autres institutions qui sont en train de glisser tous les jours, lui, en tant que personne, il peut développer les mêmes réflexes. S'il ne les développe pas, sa famille va développer les mêmes réflexes, madame. Donc c'est pour simplement vous dire que si nous voulons gérer convenablement la République, nous devons nous en tenir au principe et nous devons rester dans la Constitution de manière permanente du début jusqu'à la fin. Les options sont levées dans différentes familles politiques. C'est vrai que ça, ce sont des propositions qui viennent des politiques. Mais a-t-on consulté la population? Il y a eu ces débats la semaine dernière autour du référendum lié à la nécessité de révisiter ou pas la Constitution. Cela est parti de la proposition de loi faite par l'honorable Luquin Kassongo Mwandiam Vita, je crois que je prononce bien son nom. Et finalement, on se dit, est-ce que la population n'a pas le droit d'être consultée sur ces questions? Est-ce que les politiques, vous devez décider en lieu et place de cette population qui observe, qui a peut-être d'autres préoccupations? Honorable Bitakwira, je reviendrai à vous tout à l'heure. Madame, et je crois aussi que, bien que je suis tout à fait d'accord avec le collègue sur certains points, mais il ne faut pas aussi que nous ignorions que par rapport à l'organisation des élections, là, il y a une forte responsabilité aussi de la part du gouvernement, qui n'alloue pas les moyens qu'il faut à cette centrale électorale. Donc nous devons interpeller le gouvernement pour dire qu'effectivement, nous sommes presque à notre dernier budget du mandat. Et depuis 2012, 2013, 2014, 2015, nous supposons que dans le budget contient un certain nombre de fonds pour allouer à la CENI afin d'organiser les élections. Si ce n'est pas le cas, je crois que, et là je suis catégorique, s'il faudra qu'on marche, contre ça nous marcherons. Nous n'irons pas aux élections pour la troisième fois en laissant les gens qui sont là-bas depuis 10 ans et continuer à gérer. Ou alors, demander au chef de l'État de dissoudre carrément et simplement, et le Sénat et les assemblées provinciales, qui sont devenues illégitimes. Dans le cas contraire, ces institutions doivent nous précéder aux élections, même un mois avant la fin de l'année. Est-ce que la population devrait être consultée à travers un référendum? Oui, je crois que c'est vrai, je suis député national, élu 2 fois. Madame, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'amalgame dans le jeu politique actuel. On ne peut consulter le peuple que quand la classe politique n'a pas trouvé de porte d'issue. Et c'est la raison pour laquelle je demande aux collègues qui ont envisagé la proposition de loi sur le référendum qu'ils laissent d'abord le dialogue se tenir. Si référendum il y aura, ça sera plus tard. Mais s'il y a un geste ou fait politique actuel qu'on veut poser, en ignorant que le dialogue peut nous faire sortir du gouffre, alors en ce moment, nous ne savons plus la voie à suivre. Donc je crois que ce référendum est inopportun pour l'instant, tant que nous n'aurons pas un consensus national. S'il y a consensus, ou s'il n'y en a pas, alors nous verrons d'autres options. Le référendum constitutionnel est inopportun actuellement, selon l'honorable Bitakwira. Et vous, qu'en dites-vous? Non, je voudrais d'abord dire que la classe politique congolaise est habituée à faire des supputations 2 fois injustifiées. Aujourd'hui, il n'est pas question de parler du référendum. Je ne sais pas d'où ce mot est tiré.
La proposition de loi initiée par les 2 députés nationaux est une proposition de loi qui organise le processus d'un référendum. C'est-à-dire qui met en place un cadre juridique. Qui met en place un cadre juridique pour organiser un référendum. Et les députés nationaux se sont référés à l'article 5 de la Constitution, madame. L'article 5 de la Constitution dit ceci clairement, que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou par voie d'élection ou soit indirectement par voie de ses représentants. Et quand vous allez à l'alinéa 3 de ce même article 5 de la Constitution, il est dit « Une loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum ». Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans notre arsenal juridique? Nous avons un respect partiel de cette disposition de la Constitution. Depuis 2006, nous avons la loi que nous appelons 006, ou communément appelée la loi électorale, qui a même déjà été révisée, je crois, 3 fois, et 2 fois plutôt. Mais à côté de cette loi, nous n'avons pas la loi sur les référendums, alors que le référendum est connu à travers le monde comme un des modèles aussi de la démocratie semi-directe. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui m'ont co-débatteur, que pour procéder à un référendum, il faut que la classe politique soit bloquée. Non, la Constitution est claire. Quand vous la parcourez, elle cite 11 fois le référendum. Et il y a des matières exclusives pour lesquelles il faut consulter notre peuple. Puisque ça serait aussi cette fois-là de l'usurpation du pouvoir. Nous sommes députés, nous avons eu le pouvoir de ce peuple. Mais il y a des matières pour lesquelles, même en tant que député, vous ne pouvez pas décider sans consulter le peuple. Et quand vous lisez la proposition de loi, elle est claire. Ce n'est qu'une proposition de loi, madame. Je voudrais vraiment que l'opinion soit fixée. Ce n'est qu'une proposition de loi qui suit son cours normal, et l'honorable Bitakouira qui est de l'opposition sait bien qu'il y a déjà eu beaucoup de propositions de loi qui ont été transmises au gouvernement, comme l'actuelle loi qui organise le référendum, et qui n'a jamais été débattue en plénière. La preuve, c'est que l'actuelle session de septembre ne prévoit même pas en son calendrier le débat sur la loi, sur le référendum. Donc je crois que c'est un faux débat. Il faut laisser les législateurs continuer à légiférer. Même s'il y a dialogue, la gestion du pays ne s'arrête pas, honorable Bitakouira. Le pays doit continuer à être géré. Et les matières pour lesquelles il faut consulter le peuple sont bien connues. Vous voulez délocaliser la capitale Kinshasa pour l'amener ailleurs. Vous n'allez pas aller à l'Assemblée nationale ni au Sénat pour consulter les députés ou les sénateurs. La loi est claire. La loi est claire. Et là, je crois que c'est l'article 2 de la Constitution. Il est dit... Donc le peuple a le droit d'être consulté. Oui, c'est-à-dire le peuple, c'est lui le souverain primaire, c'est lui qui a le pouvoir, qui peut l'exercer directement par référendum ou qui peut l'exercer indirectement par la voix de ses représentants. Mais pourquoi les représentants ou les politiques congolais refusent que le peuple puisse jouer pleinement ses prérogatives? Non, je crois que là, c'est de l'usurpation du pouvoir. C'est aussi ça, ce que nous pouvons appeler l'inconstitutionnalité, la violation de la Constitution ou le non-respect de la Constitution. Donc nous comprenons d'où ça vient, c'est souvent de l'opposition qui ne veut pas que le peuple souverain puisse jouer pleinement son rôle. Voilà qui semble tout à fait logique, avoir ce cadre juridique de manière à pouvoir organiser le référendum le moment opportun. Mais madame, mon co-débatteur a regretté il n'y a pas longtemps, tout de suite. Pourquoi on n'a pas pensé aux élections provinciales en 2012 ou en 2013? Pourquoi pas seulement aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas pensé à cette proposition de loi depuis 2012, 2013? Pourquoi pas maintenant? Moi, je crois qu'il y a de l'électricité dans l'air dans ce pays. Et nous devons nous rendre à l'évidence. Il ne faut pas que les politiques mettent de l'huile sur le feu. Notre rôle, c'est de pouvoir apaiser les esprits. Je ne vois pas, avant 2016, je ne vois pas ce pays organiser un référendum sans que les urnes ne soient saccagées à 60%. Parce que nous sommes dans une contradiction flagrante, comme classe politique, madame. Nous sommes dans une contradiction flagrante. Et tant que les esprits ne se seront pas baissés, si nous continuons à pouvoir pédaler jusqu'au bout, allons en ce moment-là, et l'autorité du pays,
on sera en train de la mettre à Mais mal. serait-ce que mettre en place ce cadre juridique, c'est Pourquoi ne pas faire ça vers les années 2017 ou 2018? Pourquoi pas? Pourquoi on ne l'a pas fait en 2012, en 2013? Je ne dis pas que l'État va cesser d'être Vous géré. avez des craintes? Pardon? Vous avez des craintes par rapport à ce... Oui, j'ai vraiment des craintes. Vous savez, j'ai assisté au coup de poing qui s'était passé en 2010 quand il a s'agi de réviser la Constitution sur les détours aux élections présidentielles. J'ai suivi. C'était la bagarre. Certains, on les a cassés. Certains avaient des fronts gonflés. J'ai vu. Alors, étant donné que le chef de l'État a fait une proposition, il a consulté les différentes forces, bien qu'il y a eu certaines résistances, des uns comme des autres. Mais il y a même ceux qui ont refusé ce dialogue. Mais la nuit, ils sollicitent à ceux qui participent. Certains passent par la porte, d'autres passent par les fenêtres. Donc je crois qu'il y a un certain consensus sur la tenue du dialogue. J'ai suivi la rétractation de l'UDPS effectivement en Espagne, j'ai suivi. C'était sur pression de ces combattants qui sont en Europe. Les combattants, je sais qu'ils nous suivent. Ceux qui sont en train de... Il y en a qui sont là-bas depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 20 dans ces partis politiques, il y a beaucoup de tendances. Ils ne savent pas ce qui se passe à Béni. Donc, Ils ne savent pas ce qui se passe à Béni. Oui, Ils ne savent pas ce que nous vivons ici. Il y a des démolitions de maisons par-ci, par-là, madame, dans ce pays. Donc, il faut une certaine protection sociale dans ce pays. Et moi, je crois que, au lieu de chercher plusieurs solutions à la fois, engageons-nous d'abord sur la première voie. Et si cette voie est bloquée, on pourra engager la deuxième voie. C'est ça mon souci. Donc, puisque c'est l'honorable Mouinze qui a ouvert l'émission, je crois que vous aurez également le privilège de clôturer. Alors, vous laisserez la population sur quelle pensée, Dieudonné Mouinze? La pensée sur laquelle je vais pouvoir laisser la population est claire. Mais je voudrais dire tout de suite à mon co-débatteur qu'il n'a pas à s'interroger pourquoi il n'y a pas eu une proposition de loi sur le référendum depuis 2012. Lui est dans cette institution qui doit légiférer et l'initiative est reconnue dans l'article 130 de la Constitution. Ça peut provenir d'un député ou d'un sénateur. Donc la question, il doit se la poser d'abord lui-même. Pourquoi lui n'a pas fait cette proposition de loi depuis 2012? Donc je crois qu'on ne doit pas se faire prévaloir de ses propres turpitudes. Mais je voudrais aussi dire que même si nous parlons du dialogue, les institutions doivent vivre. La République doit être gérée. Il ne faut pas que l'on pense que puisque le chef de l'État a initié le dialogue, c'est que le pays doit s'arrêter, toutes les institutions doivent s'arrêter et on doit attendre que le dialogue pour solutionner tous les problèmes du pays. Non, je crois que là, ça serait mal pensé. Et pour laisser la pensée à notre peuple, je crois que la dernière pensée qu'il faut laisser, c'est que je m'inspire toujours de cette idée de M. Solon, un des précurseurs de la démocratie athénienne, qui disait qu'un peuple n'a que ce qu'il veut. Et nous, en tant que classe politique congolaise, nous devons nous interroger à tout moment que nous posons un acte politique, pour savoir est-ce que ça va dans le sens de ce que notre peuple veut. Mais si ça ne va pas dans le sens de ce que notre peuple veut, nous devons savoir rectifier le tir et aller dans le sens réellement de la volonté du peuple. Monsieur Tarou Bari, qui est un Burkinabé, le président du parti Parrain, il dit qu'il n'y a pas d'avenir personnel pour quiconque sans avenir politique pour tous. Et l'avenir pour le collectif plutôt pour nous tous, c'est cet avenir qui passe par le dialogue. Je voudrais vraiment inviter toute la classe politique, toutes tendances confondues, la société civile également et les confessions religieuses, pour qu'ils comprennent qu'il faudra impérativement, et ça c'est par nécessité, adhérer à l'idée du chef de l'État de pouvoir organiser un dialogue, puisque là où nous sommes, sincèrement, nous sommes devant un problème qui nécessite que nous puissions solutionner ça en étant autour d'une table, en parlant tous franchement et en permettant à ce que la voie soit balisée pour les élections. Votre mot de la fin, Justin Bitakwira? Oui, mon mot de la fin est que j'ai peur. J'ai peur
que certains individus qui ne représentent presque rien, ni dans leurs bases respectives, parce qu'ils ont accès à la télévision et à la radio, pour se prendre la nation en otage. C'est ça d'abord ma propre crainte. Parce qu'il y a des politiciens qui sont perchés ici à Kinshasa. C'est pour crier, 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 mais en soi, ils ne représentent pas grand-chose. Des deux, madame, je suis dramaturge de formation. Bobo Akayembe doit être en train de me suivre. Il a écrit une pièce de théâtre, le directeur général. Ça devait être vulgarisé au fait. Là où il parle de l'aliénation mentale. Quand nous voulons copier, sachons copier ce qui nous profite, mais ne copions pas ce qui ne nous profitera à rien. Et c'est ça le mode de gestion de nos différents pays africains. Que même s'il faut copier à l'Occident, il faut copier en Amérique, copions ce qui va nous avantager, ne copions pas ce qui va nous mettre nous placer dans le gouffre. Et enfin, à notre peuple, c'est pour lui dire de ne pas être tenté par le diable. En croyant effectivement que parce que tel a dit non, moi aussi je dis non. Et nous avons vu ce qui s'est passé à la majorité avec le groupe de 7, qui effectivement veulent après 2 mandats de gestion, à la fin, 1 an avant, ils disent non, nous quittons le navire. Je crois que c'est le syndrome burkinabé qui est en train de nous rattraper, et j'invite la classe politique à une certaine constance. Et j'ai un exemple vivant que je vais donner ici. Oui, en 2008-2009, nous nous trouvons bien. dans une querelle politique à l'Assemblée nationale contre le président Vital Kamerhe. Son premier vice-président était Christophe Lutundula. Il était le premier à le fuir. Pour que nous, on m'a demandé de démissionner pour que Vital quitte en pleine vacances parlementaires. Nous nous sommes opposés, moi et les amis. Et effectivement, nous avons eu gain de cause, parce qu'à la fin, le chef de l'État a compris effectivement que Kamerhe pouvait quitter autrement. Et Kamerhe est parti avec toute l'élégance politique possible, en faisant la remise-reprise avec son successeur, Evariste Bochab. Allez droit au but, Donc, s'il vous quand plaît, je le c'est la vois, fin de l'émission. quand je le vois aujourd'hui dire non, je quitte la majorité parce qu'on veut réviser la Constitution, je me demande si c'est le même de 2008 qui est celui de 2015. Voilà la leçon que j'ai tirée. Merci. Je vous remercie d'avoir été nos invités ce soir. Je rappelle que 202 cloches a reçu aujourd'hui Justin Bitakwira, qui est membre de l'opposition politique ou carrément chef des files d'opposition politique citoyenne élu d'Ouvira, et Dieudonné Mouenze, membre du Conseil national du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle et député national honoraire. Merci à vous une fois de plus d'avoir été de nôtres. 202 cloches est terminé pour ce vendredi 9 octobre 2010. Je vous retrouverai très prochainement avec le même plaisir sur la radio-télévision nationale congolaise d'église au milieu du village. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.